La clique des prétendus méchants bousille minablement son cou dans la demeure clinquante d'un magnat égyptien non identifié. Monsieur Requin, un maître du camouflage navrant, parade dans un accoutrement grotesque qui, par un miracle inexplicable, réussit à duper les vigiles. Pendant ce temps, les deux sous-fifres, Monsieur Serpent et Monsieur Piranha, se chargent de la sale besogne en forgeant un accès pour le chef de file présomptueux. Monsieur Loup, le trou du cul arrogant qui pilote cette manœuvre, déambule dans la propriété comme en terrain conquis. On nous balance Mademoiselle Tarentule, alias Toile, la pisse-clavier et pirate informatique attitrée de cette combine criminelle foireuse. Une fois que le ramassis de nuls a enfin pénétré le périmètre, Lou condescend à dévoyer leur objectif final, aussi véritable que débile. Laisser tomber les objets précieux ou le fric, leur stratagème de mécouille se résumait à piquer la bagnole absurdement tape à l'œil du milliardaire. S'ensuit un bordel monstre prévisible et chaotique sous la forme d'une poursuite effrénée qui saccage les artères du cœur au mépris total de tout un chacun. Loup, cet enfoiré prétentieux, se joue aisément des flics à ses trousses, les embarquant dans une cavale totalement vaine. Leur veine de cocu semble s'interrompre brutalement lorsque les forces de l'ordre dressent une barricade infranchissable sur un pont. Alors que leur arrestation paraît inéluctable, Tarentule dégaine une solution miracle et bricole une échappatoire, exploitant une rampe opportunément placée par le script pour projeter leur tâteau vers la liberté. Saute dans le temps jusqu'à nos jours, où cette troupe de guignols s'est engagée dans la quête grotesque de la rédemption, s'autoproclamant les mecs ultra bien. Sans surprise, leur démarche vertueuse pour devenir des citoyens modèles est un fiasco retentissant dès le départ. Ils se couvrent de ridicule lors d'entretiens d'embauche où chaque recruteur décèle leur casier judiciaire et les envoie à juste titre se faire maître. Pour couronner leur sort déjà navrant, un antagoniste énigmatique baptisé le bandit fantôme surgit de nulle part pour leur piquer la vedette. Ce nouvel adversaire dérobe méthodiquement une collection d'artefacts de valeur à travers la ville, démontrant un véritable savoir-faire. Le détail qui fout vraiment les jetons, c'est que ce nouveau cambrioleur singe les anciens modes opératoires des bad guys, allant jusqu'à reprendre leur fameuse bombe à confetti. Lou défoule brutalement sa rage lors d'un combat d'entraînement avec Diane, la gouverneure de l'État d'une compétence irréprochable. Leurs échanges sont saturés d'un débris ridicule de tensions charnelles non résolues, malgré leur foutue façade de professionnalisme. Leur prétention à n'être que des amis est le baratin le plus éculé et le plus bidon de tous les temps. Lou pitiable se lamente auprès d'elle, geignant sur la difficulté colossale de renoncer à son existence de malfrat. Diane, la seule dotée d'un intellect viable, affirme à raison que lui et sa clique de trous du cul doivent fournir une démonstration concrète de leur soi-disant rédemption. En conséquence, Lou ramène sa phrase au poste de police pour se confronter à Misty Loggins, la chef des flics. Loggins, fraîchement promu commissaire, n'affiche pas la moindre putain de danse de joie en trouvant Lou qui vient à nouveau souiller son bureau. Il lui passe la brosse à reluire en offrant sa soi-disant expertise sur le bandit fantôme, tout en sachant pertinemment que Loggins brûle de l'envoyer au trou. Loup réunit sa clique coutumière composée de requins, piranhas et tarentules, alors de serpents manquent manifestement à l'appel, embarqués dans une de ses lubies foireuses. Loup a une illumination injustifiée, déduisant que le bandit s'en prend à des objets faits d'une matière au nom fainéant de McGuffinette. Le nom en soi est une plaisanterie complètement naze, n'existant que comme un artifice scénaristique grossier pour pousser au chausse-pied une intrigue boiteuse. Il en conclut donc que la prochaine cible du bandit est un trophée de lutte professionnelle, la ceinture de Guatelamango au nom ridicule. En chemin vers le gala de catch, cette escouade dysfonctionnelle d'abrutis complets se met, sans la moindre surprise, à suspecter l'un des siens. Il tire la conclusion idiote que Serpent est le bandit fantôme, se fiant à son récent agenda qui s'avère bien commodement suspect. Ces absences non justifiées coïncident avec une foutue exactitude confondante avec le calendrier de chaque cambriolage récent. En voyant Serpent pénétrer dans l'arène, il jette aussitôt toute rationalité aux orties et se lance dans une poursuite vaine. Ils réussissent à le coincer et à lui cracher leurs accusations au visage, le sommant de confesser le sombre secret qu'il dissimule. Il finit par cracher le morceau, une confidence nettement plus navrante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La vérité, c'est qu'il est falement épris d'une corneille nommée Suzanne, de toutes les foutues bestioles imaginables. Ses soi-disant potes réagissent avec un dégoût légitime à cette liaison interspécifique grotesque. Tandis qu'ils luttent pour encaisser cette information troublante, leur attention est captée par une coche catcheuse qui se donne en spectacle sur le ring. Sans l'ombre d'une foutue preuve, ils en déduisent sur le champ que cette lutteuse porcine doit être le véritable bandit fantôme. Ils l'épient alors qu'elle semble s'activer pour s'approprier la ceinture de champion, ce qui valide leur suspicion foireuse. À la suite d'un enchaînement de bourdes colossales, les bad guys se retrouvent acteurs malgré eux du combat de catch. Requins et piranhas valident leur rang de guignols en arborant des accoutrements de lutte coordonnés tel un duo de pitres finis.
Cette coach catcheuse, Pigtail, déploie une agilité insoupçonnée, leur fracassant la tronche aux quatre coins du ring grâce à sa maestrie. Lou, dans un élan de crétinerie mal placé, tente un dévoilement public spectaculaire de Pigtail en tant que bandit fantôme. Sa stratégie de génie foire de manière magistrale lorsqu'elle refile habilement la ceinture à Piranha, inversant les rôles à leur détriment. Ce coup de génie les baise en beauté, les désignant comme les coupables aux yeux de Loggins et de l'arène entière. L'assistance se métamorphose instantanément en une meute furieuse, pourchassant la clique hors de l'arène avec une fureur légitime. Alors que la meute est sur le point de leur faire leur affaire, Susan la Corneille surgit, pilotant une grotesque saucisse mobile pour orchestrer leur fuite. Ils réussissent à semer la cohue enragée, mais les préjudices portés à leur réputation déjà pourrie sont désastreux. Loggins, désormais foutrement convaincu de leur replonger dans la délinquance, lance officiellement un mandat d'arrêt à leur encontre. Susan, la petite amie soi-disant attentionnée, dévoie sa véritable nature en collant une pâtée monumentale à toute l'équipe jusqu'à les laisser pour morts. Ils émergent, totalement dans le gaz, dans un antre clandestin de malfrats, sans la moindre fichue idée de comment ils ont atterri là. Ils se retrouvent alors nez à nez avec la tête pensante de la combine, une cambrioleuse redoutable, une véritable coriace du nom de Kirikat. On découvre qu'elle est la leader charismatique d'un trio criminel exclusivement féminin qui déchire absolument tout. Son équipe se compose d'elle-même, de Susan alias Finesse et de la coche lutteuse, une adepte de la cambriole nommée Pigtail. Ce trio de femmes efficaces s'avère être les véritables bandits fantômes, témoignant d'une admiration malvenue pour les exploits passés des bad guys. Elle réclame le soi-disant savoir-faire de la clique pour les seconder dans un braquage d'une ambition démesurée qui promet de tout faire péter. Lou, cramponné à son éthique précaire, reste intraitable sur leur statut de repenti et rejette catégoriquement leur proposition d'alliance. Kitty Cat leur balance alors son levier de chantage en pleine face, exhibant un enregistrement compromettant qui expose le passé de Diane en tant que la légendaire patte de velours. Cette salope manipulatrice menace de balancer la vidéo et de bousiller la carrière de Diane si les bad guys ne coopèrent pas. Au pied du mur et démunie, la clique cède à regret, consentant à participer au braquage la mort dans l'âme. Serpent, le pervers de service, se découvre encore plus lamentablement en manque de funeste après qu'elle l'a si totalement rabaissée et trahie. Il lâche la réplique navrante qu'elle a roulé un serpent, confirmant son statut de foutu masochiste fini. Pendant ce temps, Diane, toujours aussi efficace, mène sa propre lutin d'enquête sur cette énigmatique MacGuffinite. Elle découvre que la sommité absolue sur le sujet n'est autre que, malheureusement, ce gros encuré emprisonné de Professeur Marmelade. Elle est donc contrainte de rendre visite à cet insupportable petit rat d'égout en prison où il a été mis à sa juste place suite à ses machinations antérieures. Elle découvre qu'il est devenu, de façon inquiétante, étrangement baraqué durant son incarcération, une métamorphose tout à fait grotesque. Les despotes de poche proposent un échange d'informations, mais uniquement si elle flatte son ego en se prêtant une partie puérile de puissance 4. L'étape initiale du braquage complexe de Kitty assigne aux bad guys la tâche de subtiliser une montre télécommande. Cette montre appartient à un baron de la tech nommé Jeremiah Moon, un connard fini, absolument insupportable et narcissique. L'équipe de Kitty compte se servir de cet appareil pour pirater en plein vol une fusée Moon X dont le décollage est programmé par l'entreprise de Moon. La bande s'immisce dans la cérémonie de mariage de Moon, se servant de l'événement comme couverture pour approcher sa cible. Lou endosse l'identité d'un milliardaire tape à l'œil pour monopoliser l'attention de Moon, ce qui lui offre l'occasion de subtiliser la montre. L'opération se déroule comme sur des roulettes jusqu'à l'arrivée imprévue du mania égyptien du foutoir initial. Loop a légitimement une trouille monstre que sa couverture bidon soit sur le point d'être cramée par cet individu. Kitty observe à distance, écumant de fureur de voir Lou en train de bousiller cette mission capitale. Mais Lou n'est pas en train d'échouer, il déploie une diversion abracadabrante, improvisée et d'une complexité superflue, avec une dextérité étonnante. Au quart de ce foutoir calculé, Requin se glisse de manière grotesque dans la peau de l'officiant du mariage pour faire durer la superchercherie. Lou reste travesti en mariée pendant que le milliardaire égyptien sabote la cérémonie, sur le point de dénoncer ce salopard. À l'instant crucial, l'équipe réalise un escamotage de maître, substituant à Lou la véritable mariée qui avait été judicieusement shootée au préalable. La substitution échappe totalement à l'attention des invités, un témoignage de l'efficacité sidérante de leur diversion bordélique. Lou doit ensuite défendre ses tactiques auprès d'une Kitty sceptique, martelant que toute cette prestation bordélique relevait d'une stratégie délibérée de chaos contrôlé. Piranha et Tarentule avaient habilement incité le mania à provoquer un esclandre public, offrant ainsi la couverture idéale pour le larcin de Lou. De retour au pénitencier, Marmelade révèle enfin à Diane que la MacGuffinite est dotée d'imposantes propriétés magnétiques. Il détaille comment un malfrat pourrait s'en servir pour rafler magnétiquement des quantités colossales de matériaux précieux et plus particulièrement de l'or.
Les pièces du puzzle s'assemblent finalement pour Diane. Elle pige que le bandit a l'intention de bâtir un aimant titanesque pour piller de l'or. Au moment où elle s'en va, Marmelade lâche nonchalamment qu'un autre du cure a récemment posé des questions sur cette même substance. Diane, faisant étalage de son intellect supérieur, exige sur le champ les foutus enregistrements de surveillance du pénitencier pour les éplucher. Elle valide ses doutes en découvrant que la dernière visiteuse en date du professeur Marmelade n'était nulle autre que cette pute de Kitty Cat. La montre en leur possession, les bad guys s'apprêtent à décamper de cette scène de mariage bordélique. Kitty leur file la clé USB contenant les saletés compromettantes sur Diane, honorant ainsi sa part de ce pacte immonde. Avant de partir, Kitty sème la zizanie, lui triturant l'esprit en questionnant la sincérité de son engagement vers la rédemption. Elle insinue perfidement qu'il crève secrètement d'envie de retrouver l'adrénaline de sa vie de malfrat d'antan, le perturbant encore plus. Lou rejoint le fourgon de sa clique où ils détiennent une confession enregistrée de Kitty qui les innocente totalement. Pourtant, Lou se prend à vaciller, songeant sérieusement aux salades manipulatrices que cette ordure vient de lui débiter. Avant qu'ils ne puissent exploiter leurs preuves isbarrées, ils découvrent que leur véhicule de fuite a été saccagé. Kitty, Funeste et Pigtail surgissent alors, dévoilant leur perfidie et confirmant n'avoir jamais eu l'intention de les laisser filer. Le trio de femmes neutralise rapidement les bad guys, les entravant avec une paire de menottes en or d'une ironie mordante. Kitty révèle alors l'entièreté du potentiel de la MacGuffinite, étalant son plan machiavélique complètement timbré. Son projet consiste à utiliser la fusée Moonex pour créer un aimant suffisamment puissant pour s'accaparer goulûment la totalité des réserves d'or mondiales. Elle lance le transfert de la vidéo de Diane, confrontant Lou à un cas de conscience absolument abominable. Il détient une télécommande pour arracher ses potes à l'emprise de l'aimant, mais agir ainsi garantit que la vidéo sera diffusée et ruinera la réputation de Diane. Pour envenimer la situation, Funeste contacte Luggins et lui balance l'emplacement exact des bad guys, désormais dans une mer de noir. L'équipe tente une manœuvre désespérée et frénétique pour se libérer et stopper le transfert, résultant en un bordel sans nom. Les talents de piratage de Tarentule se révèlent d'une inefficacité crasse et la tentative de Lou de bousiller l'ordinateur portable par la force brute est un fiasco lamentable. La vidéo devient virale en un instant à travers le globe, dévoilant le passé secret de Diane en tant que patte de velours à un monde bien pensant. Une Diane résolue intercepte Kitty, Funeste et Pigtail à l'instant précis où le trio s'apprête à se tailler un passage vers sa fusée de secours. Elle prouve sa supériorité au combat en réglant rapidement leur compte à Funeste et Pigtail avec une facilité déconcertante. Kitty, néanmoins, oppose une résistance acharnée, se montrant une opposante réellement redoutable pour Diane. Au cœur de leur affrontement, Diane aperçoit son téléphone et le déluge de messages désabusés qui confirment son véritable lynchage médiatique. Les nouvelles révèlent aussi que le professeur Marmelade, ce tas de merde arrogant, a été blanchi et s'apprête à être relâché. Kitty tire cruellement avantage du désarroi passager de Diane, la tabassant brutalement jusqu'à l'inconscience avant de gripper dans la fusée avec ses acolytes sonnés. Bien qu'ébranlée, la détermination sans faille de Diane prend le dessus et elle réussit à hisser sa carcasse à l'intérieur de la fusée juste avant sa fermeture. En sol, la commissaire Luggins et son escouade débarquent enfin pour coffrer les bad guys, qui semblent coupables jusqu'à la moelle. Lou s'acharne à clamer leur innocence, tentant désespérément de persuader la commissaire butée qu'ils se sont fait salement monter un bateau. En chemin vers le commissariat, Luggins se perd un retournement de veste bien commode pour le scénario, avouant un penchant pour se ramasser de nul. Ils réussissent par un quelconque miracle à la baratiner pour qu'elle renonce à l'arrestation et les conduisent plutôt vers la fusée, désormais sur le point de décoller. Luggins réquisitionne un hélicoptère de la police, grimpant à une altitude totalement délirante pour permettre aux bad guys de tenter un plongeon casse-cou sur la fusée. Ils parviennent à se faufiler à bord de la fusée à l'instant précis où Kitty amorce son plan cataclysmique de pillage de l'or. Elle enclenche le dispositif MacGuffinite qui se met instantanément à aspirer magnétiquement tout l'or de la planète vers la fusée. La clique se répartit les tâches, s'attaquant à la crise grandissante sur plusieurs fronts dans une démonstration de pagaille monumentale. Lou court après la montre, Serpent et Piranha tentent de manœuvrer la navette comme des pieds, pendant que Requin et Tarentule essayent de hacker le système. La situation dégénère lorsqu'un piranha angoissé lâche une caisse nauséabonde dans la combinaison spatiale commune, l'inondant de ses émanations gazeuses fétides. Kitty, Funeste et Pigtail sont contents d'assister à ce spectacle affligeant, profondément embarrassant et puéril sur leur moniteur de contrôle. Funeste et Pigtail, il faut le leur reconnaître, se montrent sincèrement inquiètes pour le bien-être de leurs adversaires, manifestant une once de foutue décence. Kitty, à l'inverse, répond à leur compassion avec une rage aveugle, obnubilée par l'accomplissement de son projet démentiel. Son accès de folie est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, poussant Funeste et Pigtail à finalement renier leur leader psychopathe.
Loop fait enfin irruption dans le poste de pilotage de Kitty, confrontant la reine salope dérangée en tête-à-tête. Après un affrontement bref et intense, il annonce avec arrogance qu'il a dépouillé de la montre cruciale durant leur corps à corps. Grâce à la télécommande et aux efforts conjugués de son équipe, il projette intentionnellement la navette droit dans l'aimant principal. L'impact pulvérise le dispositif MacGuffinite, déclenchant une averse de mer dorée qui s'abat sur la Terre. Diane surgit au moment le plus propice, aidant Lou à neutraliser cette garce de Kitty contre un panneau électrique. L'antagoniste enfin hors d'état de nuire, Lou et Diane échangent enfin leur premier foutu baiser, attendu depuis une éternité. La nouvelle équipe, formée de Lou, Diane et de leurs divers alliés, file maintenant vers la Terre à tombeau ouvert à bord de la station endommagée. La scène bascule sur des funérailles bidons pour les héros, avec un panégyrique larmoyant et dégoulinante connerie prononcée par Loggins. C'est évidemment un stratagème complètement bidon, puisque Loggins a monté de toutes pièces leur fausse mort pour leur accorder un nouveau départ. Kitty est légitimement incarcérée pour ses crimes colossaux, tandis que ses anciennes complices héritent de peines minables pour leur volte-face opportune. Pour finir, 2 agents secrets d'une organisation planétaire se pointent pour enrôler tout leur ramassis d'abrutis complets dans de futures opérations clandestines. Loop, Diane et leurs alliés adoptent leurs nouvelles fonctions, passant officiellement du statut de criminel à celui d'une escouade de choc mandatée par le gouvernement.